du coup, nous, on va vous présenter le growth hacking et donc framework, AARRR. Donc, je vais commencer par introduire le sujet en définissant ce qu'est un growth hacker. Donc, il a pour seul et unique objectif, la croissance. Donc, c'est-à-dire l'efficacité, de ses actions se mesure en fonction de leur impact sur une croissance scalable et durable. Donc la définition que je viens de donner, elle est, de Sam Ellis, qui est le créateur Ah, je de techniques de marketing, permettant d'accélérer rapidement et significativement la croissance de son chiffre d'affaires en utilisant un minimum, de ressources. Donc nous, on a décidé de se demander dans quelle mesure, le growth hacking, utilisé de manière éthique et durable avec son modèle AARRR, peut-il être, bénéfique pour une croissance rapide des startups et des petites entreprises? Donc du coup, on va commencer par une présentation du growth hacking, puis, de la méthode AARRR et ensuite, les limites et les dangers du growth hacking en finissant par, un cas d'étude et la conclusion. Donc, on va utiliser sa définition. Donc lui, il nous a dit que le growth hacking, pour lui, c'est une méthode, et des astuces pour croître plus rapidement, sans avoir de gros moyens, avec une culture orientée ROI et des résultats rapides, quitte à ce qu'on verra après, prendre des risques. Donc, ça a pour principal objectif de mettre en place des stratégies visant à obtenir une croissance forte et rapide grâce à un certain nombre de techniques, outils et astuces. Donc elle trouve ses origines en 2014 aux États-Unis dans la Silicon Valley et donc le terme growth hacking, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été inventé par Sean Ellis et en France, on peut le traduire par, pirate de la croissance. donc on va maintenant passer, au à la définition un petit peu des 2 termes, growth hacking. Donc grâce à l'entrevue avec notre expert, nous avons compris à quoi se référaient justement les 2 concepts. Effectivement, si on décompose le terme, on retrouve en premier lieu growth, qui correspond en fait à toute la méthode mise en œuvre par l'entreprise pour développer sa croissance. Cette méthode regroupe un ensemble d'outils de stratégie pour y arriver, comme par exemple le modèle AARRR que nous allons détailler plus amplement dans notre deuxième partie. Ensuite, on retrouve le terme hacking. Donc ce terme, en fait, est étroitement lié à la signification que l'on se fait de lui aujourd'hui, à savoir un ensemble d'astuces, parfois à la limite de la légalité, mais qui permettent de croître efficacement. Donc cette technique, s'exécute ici à travers des automatisations, des logiciels ou de la sous-traitance notamment. Donc, nous allons à présent, nous intéresser aux étapes, du growth hacking. Donc, suite à nos recherches, nous pouvons affirmer, que la démarche growth hacking se déroule en 4 étapes clés. Dans un premier temps, l'entreprise doit identifier une opportunité potentiellement exploitable. Celle-ci peut prendre la forme d'un carrefour d'audience à booster ou d'une conversion sur le site internet à augmenter, par exemple. Une fois l'opportunité trouvée, il faut chercher comment l'exploiter. Cela se fait d'abord manuellement, puis de manière automatisée. L'entreprise fait parfois appel à des sous-traitants pour se décharger de cette tâche. La troisième étape consiste à réaliser une série de mesures et d'analyses afin de tester justement l'opportunité étudiée. Et enfin, pour terminer la démarche growth hacking, l'entreprise doit chercher une façon d'industrialiser son business. On va maintenant voir le métier un petit peu du growth hacker. Nous avons compris à l'aide des arguments développés par Frédéric Canvet que le growth hacker n'avait pas vraiment de profil type à proprement parler. Effectivement, chaque growth hacker est expert dans un ou plusieurs domaines. Donc, de ce fait, l'entreprise devra choisir à chaque fois le profil qui est le plus adapté selon les compétences qu'elle recherche pour sa mission. Nous allons maintenant évoquer les tâches concrètes que doit relever cet expert. Donc, vous l'aurez compris, son objectif numéro un est d'abord de faire décoller la croissance de la startup dans laquelle il a été engagé. Mais comment faire? Donc, sa ligne conductrice doit être la création ou l'amélioration de la réputation de son entreprise en trouvant des moyens peu coûteux de générer un trafic important grâce à tous les outils digitaux mis à sa disposition. Donc, ces activités sont très variées et portent principalement sur, le référencement naturel, donc appelé communément le SEO, Search Engine Optimization, essentiel pour, améliorer la visibilité du site dans les résultats de moteurs de recherche. Il y a ensuite le développement web. Cette astuce permet de faire beaucoup avec très peu de moyens, car une fois les compétences en programmation acquises, les possibilités sont immenses. Puis, comme nous avons pu l'introduire plus haut dans notre présentation, une des missions phares du growth hacker est l'automatisation de tâches marketing. Cela consiste à élaborer, des hacks justement, donc c'est un petit peu des programmes informatiques qui permettent de recueillir et d'exploiter des données en grande quantité.
Ces dernières, peuvent prendre la forme d'emails, d'adresses ou d'autres informations précieuses, sur les réseaux sociaux, par exemple. La publicité en ligne est une des autres compétences à apprivoiser, tout comme la gestion d'une communauté sur les réseaux sociaux ou encore, l'emailing. Enfin, une des dernières tâches à maîtriser est l'analyse, puis la conversion de trafic. Donc, Google Analytics est sûrement le meilleur outil pour, effectuer ce tracking. Frédéric Canvet nous a d'ailleurs parlé de cette, stratégie en prenant exemple sur sa propre expérience. Il nous confie en effet que possédant un trafic important sur son site, il préfère se concentrer sur la conversion de celui-ci plutôt que d'en acheter. Donc ainsi, même si nous savons que la description parfaite, n'existe pas, on a essayé un petit peu à l'aide de la supervision de notre spécialiste, d'établir un petit peu un profil, qui serait le plus général possible du growth hacker et pour qu'il soit conforme, en fait, au plus grand nombre d'entreprises. Donc, comme vous pouvez le voir, ces compétences, en fait, se forment, comme un T, puisque contrairement aux marketeurs classiques et c'est là où il y a une vraie différence, le growth hacker, lui, est vraiment il connaît tous les domaines un petit peu du marketing, digital, mais vraiment, expert et spécialiste, très poussé dans 2 ou 3 domaines maximum. Alors que le marketeur, lui, justement, connaît les domaines, à peu près dans son ensemble, mais n'est jamais spécialiste dans un domaine en particulier. C'est pour ça que souvent qu'on préfère faire appel à un growth hacker qui est beaucoup plus, avancé dans le domaine. Voilà. Donc, comme l'a expliqué Nathan, dans le gros hacking, on a une méthode très particulière qui est faite pour améliorer la croissance d'une entreprise, donc qui a été instaurée par Dave McClure, donc la méthode AARRR. Donc, pour un peu vulgariser ce terme, c'est comment générer du revenu pour une entreprise, donc avec les différentes lettres, acquisition, activation, rétention, recommandation et revenu. Donc, ces 4 étapes pour arriver au revenu. Donc, pour comprendre ces termes, l'acquisition, c'est on va chercher le client, donc on va chercher à acquérir le client. L'activation, c'est on le fait passer à l'achat. La rétention, c'est le fait qu'il revienne. Et la recommandation, c'est le fait qu'il parle de nous à ses amis ou sa famille pour arriver justement au revenu. Donc, précisément pour l'activation, comme dit dans le nom, bah, on va chercher à acquérir des clients par le biais de marketing viral, par exemple, en créant du contenu attrayant ou une campagne marketing qui incite les utilisateurs à partager notre contenu sur leur réseau social. Le référencement naturel, aussi appelé le SEO. Donc, on optimisera notre contenu sur notre site web. Ça, ce serait plutôt une technique gratuite. Et pour la technique payante, ce serait plutôt le SEA, comme on a parlé Nathan, donc la publicité payante. Et donc voilà, lui, notre expert, nous a dit qu'il n'en faisait pas beaucoup car il avait déjà un gros trafic. Pour ce qui est de l'activation, c'est la deuxième étape de cette méthode. Maintenant que notre client est intéressé, on va vouloir le faire passer à l'achat en lui proposant par exemple des essais gratuits. On va également essayer d'identifier les obstacles qui empêchent l'utilisateur de devenir actif. Donc ça peut être des problèmes de compréhension, des bugs ou alors des difficultés à savoir comment utiliser le produit ou service. Et une fois ces obstacles identifiés, on va pouvoir faire des A/B tests. Donc, ce sont des tests qui sont faits pour analyser le taux d'activation sur nos résultats. Et donc, voilà, l'expert nous en a parlé également. Pour la rétention, une fois que les utilisateurs sont passés à l'action, on va directement essayer de les fidéliser. L'élément important lorsqu'on a un client, c'est qu'il soit fidèle, qu'il revienne. Et donc, pour ça, on va essayer d'analyser les taux de retour et les taux de désabonnement ou les taux de désinscription. Mais pour qu'il soit fidèle, on va essayer de communiquer au maximum avec lui par le biais de newsletters. Donc, elle sera ciblée par rapport à ses goûts, son budget. Et donc, ça lui permettra d'être au courant de toutes les offres qui sont proposées par notre entreprise. On va pouvoir faire également du marketing de contenu, donc ce qui permettra de fidéliser le consommateur, et des programmes de fidélité. Donc ça marche beaucoup car les programmes amènent souvent une fidélité, car l'utilisateur voit directement ce qu'il va pouvoir toucher comme réduction à un certain moment de son achat. Enfin, pour la recommandation, notre utilisateur est maintenant fidèle. On va vouloir maintenant amener d'autres personnes comme lui. Donc, quoi de mieux, c'est qu'il en parle lui-même on va l'inciter via des remises, des récompenses ou alors des privilèges exclusifs. On a également le parrainage qui marche beaucoup. On a tous entendu parler du parrainage de Boursorama qui a attiré beaucoup de monde sur l'application. Et donc, ces quatre étapes pour arriver à l'objectif ultime qui est le revenu. Donc, une fois que tous nos clients sont fidèles et qu'on a attiré le maximum de clients, on va essayer de générer notre revenu. Donc, on va proposer à nos clients des offres et on va élargir notre offre.
on va leur proposer des offres qui sont conformes à leur budget ou à leurs besoins. Et donc, il sera important pour toujours générer du revenu, de maintenir leur satisfaction et de comprendre leurs besoins et motivations. Donc, après avoir développé la méthode AARRR, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure de nos recherches, que l'une des entreprises pionnières dans le domaine était Hotmail. En effet, Hotmail a vraiment été une des premières entreprises à utiliser ce genre de méthode. Donc, par exemple, Hotmail mettait un message inscrit en dessous de tous les mails à l'époque, qui était le suivant. Donc, PS, je t'aime, utilisez une boîte mail gratuite avec Hotmail. Et on s'est donc rendu compte, la première partie de phrase est là pour attirer le regard du consommateur, et la deuxième partie de phrase est là c'est la proposition de valeur de Hotmail. Et on a pu se rendre compte que, avec quelques chiffres, par exemple, qu'en 1 an et demi, Hotmail est passé de 20 000 utilisateurs à 12 millions d'utilisateurs. Donc, on peut voir que cette technique a énormément fonctionné parce que, à l'époque, il y avait 70 millions d'utilisateurs sur Internet. Donc, on peut voir que Hotmail a vraiment accaparé une grosse partie des personnes sur Internet, tout simplement. Donc maintenant, on va s'intéresser vraiment aux stratégies globales que peuvent mettre en œuvre les startups pour développer leur croissance. Donc, premièrement, du point de vue du marketing viral, les startups peuvent utiliser des techniques de marketing viral pour attirer de nouveaux utilisateurs et les encourager à partager leurs produits ou services avec leur réseau. Et donc, cela peut inclure la création de contenu viral ou la mise en place de concours, comme l'a dit Nicolas. On intégrera alors ce canal dans l'étape de l'acquisition. Le marketing de contenu, deuxièmement, donc c'est publier du contenu qualitatif et complet sur les produits et services proposés. Donc, une startup va pouvoir créer une sorte de relation de confiance avec ses clients, car en fonction du contenu, si le contenu est de qualité, cela pourra susciter l'intérêt et l'engagement des clients potentiels, et donc ça renforcera la crédibilité et l'autorité de la marque. Donc, ce canal sera optimal pour la recommandation. Troisièmement, le marketing par email. Donc, comme l'avait dit Nicolas, les newsletters la newsletter est un levier de croissance fortement utile pour les entreprises et notamment les startups qui vont pouvoir communiquer et tenir informés leurs utilisateurs de façon simple et à moindre coût. Et donc, ça participera amplement à la rétention. Et enfin, les essais gratuits. Donc, même si la startup ne dispose pas de moyens colossaux, rien ne l'empêchera de pouvoir faire profiter ses utilisateurs potentiels d'essais gratuits qui les pousseront certainement à l'achat s'ils sont réellement intéressés. Et donc, on parlera ici d'activation. Donc, nous allons maintenant parler des limites et dangers du gros hacking en parlant d'abord de la dimension éthique et légale. Donc, on a constaté que le gros hacking donnait de nombreux avantages aux entreprises et particulièrement aux startups. Mais comme l'a bien expliqué notre expert, dans le gros hacking, il y a également hacking, car de nombreuses startups ont mis en place des stratégies limites pour hacker le système. On parle alors de questions légales et éthiques, car dans de nombreux cas, on va vouloir jouer avec les limites du légal pour récupérer les données personnelles et se procurer les informations de nos clients via des stratégies qui ne sont pas forcément légales. Donc, on a identifié 3 types de gros hacking. Donc, le gros hacking blanc, qui sont des techniques légales, généralement utilisées par tous les marketeurs. Et on va par exemple faire des tests de conversion, optimiser notre tunnel de vente, cibler nos clients chez les concurrents. On a également le gros hacking gris. Donc ça, c'est des techniques qui sont à la limite du légal. Donc, comme par exemple récupérer des adresses mail de ses contacts sur LinkedIn ou automatiser l'ajout de contacts. Et enfin, on a le gros hacking noir. Donc, ce sont des techniques illégales, mais qui sont utilisées pour une optique de pas vu, pas pris. Donc, comme par exemple aspirer des adresses mail de particuliers sur des forums ou des annuaires. Donc, en fait, voler les contenus des autres sites. Et donc, comme dans toutes les techniques, il y a les bons participants et les mauvais participants. Donc, ce qui est paradoxal ici, c'est que les mauvais participants, ils arriveront souvent à des meilleurs résultats que les bons. Donc, ce qui poussera certaines entreprises à utiliser ce qu'on appelle le gros hacking noir ou gris. Et donc, ce qui remet en question tout l'aspect de cette technique et toutes les particularités. Donc ensuite, après s'être intéressé à la partie éthique, on a voulu développer les limites du growth hacking. On en a déceler 3 grosses limites au growth hacking. Donc, la première, c'est que tout simplement, le modèle de croissance n'est pas forcément adapté à toutes les entreprises, notamment pour les petites entreprises, par exemple, qui
ne veulent pas forcément développer leur clientèle à tel point, à un tel point, parce qu'ils vont devoir payer plus de frais, etc., employer plus de gens, etc. Et donc, du coup, c'est pas forcément adapté à toutes les entreprises et ça dépend également des objectifs de l'entreprise. La deuxième limite qu'on a pu observer, c'est que le growth hacking gris ou le growth hacking noir impacte l'image de marque de l'entreprise, tout simplement, et de la startup. Et donc, c'est pas forcément bien pour son développement. Et donc, ça impactera la confiance qu'ont les consommateurs envers la startup. Et enfin, le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, qui permet de renforcer la protection des données personnelles au sein de l'Union européenne. Et donc, les growth hackers vont être bornés en fait par ce règlement parce qu'il va mettre en place des règles à ne pas dépasser et les growth hackers vont être donc bornés au niveau de leur technique de marketing. Ensuite, donc quatrièmement, on s'est intéressé à un cas concret, notamment l'entreprise Airbnb. Donc ce cas figure dans notre article. Et donc Airbnb est également l'une des premières entreprises à avoir utilisé la framework AARRR. Donc cette entreprise, pour la présenter brièvement, elle a été créée par Brian Chesky et Joe Gebbia, qui sont les cofondateurs de Airbnb. Donc, à la base, c'était vraiment une startup qui voulait pallier en fait les coûts très élevés des hôtels. Et donc, ils ont mis en place un site web très simple et ils ont ciblé des personnes, des consommateurs, mais dans un petit domaine. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les personnes, la cible, c'était les personnes qui assistaient à la conférence de l'Industrial Design Society of America en 2008. Et donc, on a pu voir que ça a suscité un développement énorme de l'entreprise grâce à leur site web, mais également grâce au bouche à oreille autour du site Internet. Donc, comme l'a dit à l'instant Mathis, en se basant sur notre article de recherche et donc l'étude qu'on a menée, on a vu que Airbnb utilisait la technique AARRR pour décupler ses recettes. Donc tout d'abord, on voit que depuis la création de Airbnb, la plateforme, elle s'est efforcée au maximum d'obtenir des informations sur ses clients pour améliorer donc les services proposés. Donc par exemple, après avoir constaté un faible taux de croissance dans 3 villes du monde, les cofondateurs ils se sont rendus personnellement dans les différents logements et ils ont séjourné chez les hôtes pour comprendre où était le problème. Donc ils ont vraiment cherché à vivre l'expérience des consommateurs pour proposer des solutions à ce problème. Donc également, le site il a lancé un programme pour permettre aux hôtes de programmer des vraies sessions avec des photographes professionnels pour qu'ils prennent des photos de meilleure qualité avant de publier leurs annonces. Et entre-temps, l'une des fonctions les plus demandées, c'était de résoudre les problèmes de confiance entre les hôtes et les invités sur Airbnb. Donc, ils ont lancé des connexions sociales des connexions sociales Airbnb. C'est une fonction qui permet d'afficher donc les relations les uns et les autres sur Facebook. Donc, concernant les résultats obtenus, on voit que les différentes améliorations qui ont été mises en place, elles ont porté le nombre de connexions des membres Airbnb à plus de 16 millions, donc ce qui est quand même énorme. Et la première amélioration qui a été mise en place, ça a été d'ajouter une fonction supplémentaire qui est les listes de souhaits. Donc cette fonction, elle permet aux utilisateurs de rechercher, de rassembler également, de partager des propriétés qui sont à leurs yeux idéales. Et cette technique, elle s'inscrit dans une dimension de recommandation parce qu'on voit bien en effet qu'elle est faite par les utilisateurs eux-mêmes et ça crée une réelle valeur ajoutée. Ensuite, Airbnb il a mené une étude en 2012 et ils ont constaté que les hôtes donc, qui ont travaillé avec les photographes professionnels ont vu leur nombre de réservations qui doublait, voire même triplait dans certains cas. Donc ce programme de photos professionnelles, il joue un rôle primordial à la fois dans l'acquisition, l'activation, la recommandation et également la rétention client. Et donc en une seule amélioration, on voit que Airbnb ils ont pu cocher chaque étape de la technique AARRR, ce qui a automatiquement généré donc énormément de revenus. En définitive, donc pour conclure, nous avons vu au travers de cette étude que le gros hacking a pour but de décupler les recettes des entreprises de manière efficace. Et la méthode AARRR, c'est un réel pilier du gros hacking. Les techniques qui la composent, elles vont majoritairement être utilisées par des startups, comme on l'a dit, ou des petites entreprises, dans le but d'avoir un maximum de visibilité et à moindre coût. Cependant, on a pu également souligner que les techniques qui étaient utilisées, elles pouvaient parfois se révéler contraires à l'éthique et hors des limites légales. Donc effectivement, certaines techniques, elles sont parfois très intrusives pour le consommateur. Et vu que c'est un phénomène qui est assez nouveau,
le gros hacking, il se doit d'être régulé. À travers l'étude de cas aussi qu'on a fait sur Airbnb, on peut voir que ces techniques, elles sont extrêmement efficaces et que c'est pour cette raison que les startups, parfois, elles frôlent les limites légales juste pour voir leur croissance croître énormément. Et enfin, pour finir, donc le gros hacking, il ne cesse d'évoluer. On voit que les techniques, elles sont en constante modification et ce qui permet à de nouvelles entreprises donc, d'émerger sur ce marché. Et le gros hacking, c'est un phénomène qui évolue dans le temps en fonction à la fois des innovations des nouvelles entreprises, mais également grâce aux consommateurs qui permettent de mieux encadrer ce phénomène. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.